Bien, bonjour à tous, messieurs les ministres, mesdames et messieurs les ambassadeurs, chers participants, tout protocole observé. En fait, je voudrais vous parler assez librement ce matin du thème principal de la conférence. Je dis librement parce que je pense que après ces discours académiques, on a besoin peut-être d'un peu de réflexion et de discussion en essayant de faire le lien entre différents points qu'on peut lire à travers, je pense, le thème principal de la conférence et faire le lien aussi en ce qui concerne la pertinence de ces objectifs de la conférence avec ceux de notre organisation et enfin essayer de voir quelle est la cohérence que nous avons essayé de mettre dans le programme. Bien, si on lit le thème de la conférence, on nous dit « Payer plus pour un cacao durable » avec comme sous-titre ou sous-thème « Pour une répartition plus équitable de la valeur ajoutée le long de la chaîne de commercialisation du cacao ». Alors, je pense qu'on peut isoler trois idées dans ce thème. L'idée de payer plus, qu'est-ce que ça veut dire payer plus exactement? Qui va payer plus à qui? Il y a le lien avec la durabilité. On veut payer plus pour avoir un cacao durable. Quel est le lien? Et puis dans le sous-thème, on nous dit qu'il faudrait répartir de façon plus équitable. J'ai déjà d'ailleurs été interpellé tout à l'heure par quelqu'un qui me dit, en anglais on a traduit également. Ce n'est pas également qu'on veut faire, c'est équitablement. Il y a une grande différence entre l'égalité et l'équité, comme vous savez. Bref, je voulais partager avec vous quelques réflexions sur ces trois points. Payer plus, le lien avec la durabilité et qu'est-ce qu'on fait tout au long de la chaîne de commercialisation. Dans le temps, on appelait ça la filière. Je crois que c'est intéressant de dénouer ou de dérouler le fil de la filière pour voir où est-ce qu'on peut situer nos actions. Alors, premier point, payer plus. Bon, payer plus, quand on dit ça, on pense évidemment payer plus aux fermiers, payer plus aux cacao-culteurs. Et je voudrais encore une fois répéter, on l'a entendu déjà plusieurs fois ce matin, mais je crois qu'il est important de garder toujours à l'esprit qu'aujourd'hui, les prix payés aux producteurs de cacao sont très bas et ne sont pas suffisants pour atteindre un revenu décent. Ça n'a pas toujours été comme ça. Je crois qu'il est important de garder à l'esprit que la situation s'est détériorée. C'est-à-dire, il y a 30 ou 40 ans, dans beaucoup de pays, le cacao-culteur était quelqu'un qui vivait bien. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Une deuxième réflexion que je voudrais faire, c'est que trop souvent aujourd'hui, on confond, et malheureusement dans certains médias spécialisés, y compris financiers, on confond les prix réels avec les prix nominaux. Nous nous sommes insurgés plusieurs fois depuis un an quand les organes de presse nous disaient que le cacao avait atteint son niveau le plus élevé depuis 46 ans. Ce n'est tout simplement pas vrai. Vous ne pouvez pas comparer des dollars ou des livres sterling d'il y a 46 ans avec des dollars et des livres sterling d'aujourd'hui. Quand j'ai acheté ma première voiture il y a 45 ans, je l'ai payée 2 000 €. Cette même voiture aujourd'hui, elle vaut 12 000 €. Elle a été multipliée par 6. Mais c'est le même prix en réalité. C'est le même prix. Donc, il n'est pas vrai de dire que nous avons battu tous les records aujourd'hui. Bien sûr, nous savons que les prix sont très élevés, mais ils ne sont pas plus élevés que ce qu'ils étaient dans les années 70 ou au début des années 80. Alors, je voudrais faire une réflexion aussi sur la façon dont les gouvernements, il s'agit bien des gouvernements, on ne veut pas demander aux entreprises privées, bien évidemment, d'influencer sur les prix, mais on demande au gouvernement de travailler ou d'intervenir ou d'influencer les prix
d'une façon ou d'une autre. Ce n'est pas une aberration que de dire ça ou que de demander ça. Si on réfléchit un peu, l'Europe ou les États-Unis ont toujours subventionné leur agriculture depuis 50 ans, de plusieurs façons différentes. Et en Europe, par exemple, on avait choisi de fixer des prix à un niveau plus élevé que le marché mondial. Et donc le consommateur européen paye les produits agricoles plus chers. C'est le consommateur qui finance les paysans, les producteurs. D'autres, je pense aux États-Unis, le secteur du coton, très, très connu, reçoit des subventions massives. L'État subventionne les paysans. Et là, ce n'est plus le consommateur qui subventionne, c'est le contribuable, puisque c'est l'État qui paye les subventions. Évidemment, je ne recommande pas ça aux pays producteurs de cacao qui n'ont sans doute pas les moyens de financer des subventions à leur secteur agricole ou aux consommateurs des pays producteurs qui n'ont pas les moyens de subventionner leurs paysans. Mais toujours est-il que l'on voit ici l'importance dans des zones comme l'Union européenne ou les États-Unis, qui sont censés être des pays où on pratique le libre marché, on voit qu'on a dû aller jusqu'à subventionner les paysans. Alors, quand nous voyons le secteur du cacao, en tout cas dans les pays où le prix est réglementé, on nous dit que l'objectif est que les paysans reçoivent au moins 60 ou 70% du prix du cacao au niveau international. Donc en réalité, le prix du cacao payé aux paysans dépend des marchés internationaux. Et donc la situation n'est pas très différente des États où les prix ne sont pas réglementés et où, là aussi, c'est le marché international qui a l'impact direct sur les prix fixés au niveau domestique ou qui sont pratiqués au niveau domestique. Donc moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que un système réglementé ou un système non réglementé peut donner des résultats différents. En réalité, non. Ce qui peut donner des résultats différents, c'est sans doute la fréquence et la régularité à laquelle on adapte les prix nationaux, les prix intérieurs, aux prix internationaux. Il est vrai que nous connaissons dans les deux pays, les plus grands pays producteurs de cacao, des systèmes où on ne revoit le prix que chaque année en début de campagne. Là, tout récemment, ça n'a pas été le cas, c'était exceptionnel, on a revu à mi-parcours de la saison. Mais peut-être faudrait-il réfléchir à des révisions plus régulières, plus flexibles, ce qui voudrait dire aussi avoir moins recours à des ventes à terme comme elles sont pratiquées aujourd'hui, ou quand je dis moins, ça veut dire sur des quantités peut-être moins élevées. Alors, je voudrais faire le lien ici avec notre programme des panels de demain et vous dire que, par exemple, nous avons prévu un panel sur la gestion de l'offre qui va aborder ces questions de gestion de l'offre. Alors peut-être qu'on peut dire quelques mots aussi de la demande, parce que j'entends beaucoup parler de gestion de l'offre, mais très peu de la gestion de la demande. Et comme vous le savez peut-être, notre organisation a recommandé à son secrétariat de travailler à des programmes de promotion générique de la demande de cacao. Là, je pense que ce concept peut recouvrer deux choses très différentes. Et je voudrais en citer notamment la question de la décommodisation du cacao. C'est quelque chose qu'on entend souvent. On a eu un side event hier après-midi sur les cacaos aromatiques, les cacaos fins. Nos membres d'Amérique latine produisent principalement du cacao fin, mais pas uniquement. Et on peut dire que, bien évidemment, cette espèce de décommodisation, je dis espèce parce que ce n'est pas toujours très clair à quel prix réel ces cacaos fins sont vendus, sont une solution
pour développer des produits plus demandés par les consommateurs et qui attractent un meilleur prix. Évidemment, tout le monde ne peut pas faire du cacao fin et je ne pense pas que ce soit la solution idéale pour régler l'ensemble des problèmes de prix. Une autre piste pour travailler à la promotion de la demande ou au développement de la demande est bien évidemment la promotion générique de la demande de cacao pour la consommation dans les nouveaux marchés. Je crois que là aussi, il y a du travail à faire au niveau de l'expansion de la demande dans les nouveaux marchés. Qu'est-ce que j'appelle les nouveaux marchés? Eh bien, c'est les marchés non traditionnels que sont l'Europe et l'Amérique. Nous savons tous que aussi bien l'Europe que l'Amérique du Nord sont des marchés saturés. Saturés parce que les consommateurs consomment déjà beaucoup de cacao sous forme principalement de chocolat, mais pas uniquement. Et que ces marchés ne se développent pas vraiment au niveau global, au niveau quantitatif, au niveau des volumes. Les niveaux de consommation sont déjà très élevés et la démographie est plate. Il n'y a pas plus de consommateurs en Europe ou en Amérique du Nord. Et on a aussi atteint, je dirais, un échantillon de consommateurs avec des revenus élevés. Donc il n'y a pas vraiment de possibilité d'expansion des marchés dans les marchés traditionnels que sont l'Europe et l'Amérique du Nord. Les grands marchés, pensons-nous, qu'il faudrait vraiment exploiter et vraiment regarder de plus près sont les marchés asiatiques, puisqu'ils répondent à ces deux critères de la démographie, avec d'immenses populations, des volumes de population importants, et aussi une croissance économique qui fait que une classe moyenne se développe avec un potentiel élevé de consommation de cacao. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous avons prévu demain un panel sur les marchés asiatiques et un panel sur les qualités sensorielles du cacao, ainsi que d'autres possibilités de segmentation du marché en développant les caractéristiques nutritionnelles, par exemple, du cacao, sans parler bien évidemment de toute la segmentation de la consommation excusez-moi, au niveau du cacao organique, par exemple. Alors, voilà ce que je voulais dire au niveau des prix. Donc, il y a beaucoup de travail, je pense, au niveau des prix pour les gouvernements, aussi bien du côté de l'offre qu'au niveau de la demande. Et je pense que dans les années qui viennent, notre organisation ICCO devrait s'engager de façon encore plus volontaire sur ces questions-là. Nous aurons besoin de travailler sans aucun doute avec ceux qui connaissent le mieux les marchés, c'est-à-dire le secteur privé, notamment au niveau de la promotion générique, mais pas seulement, parce que je pense que même au niveau de la gestion de l'offre, nous devons travailler plus étroitement, surtout par les moments qui courent où nous voyons une baisse de la production de cacao dans les principaux pays producteurs, et nous aurons besoin, je pense, d'interventions liées à l'augmentation de la productivité, notamment des cacaoculteurs. Je vous disais 3 points dans le titre, la question des prix et la question des prix pour un cacao durable. Alors, pourquoi faisons-nous le lien avec la durabilité? Là, vous l'avez déjà, je suis sûr, entendu plusieurs fois. Très clairement, la production du cacao a un coût élevé en matière environnementale, un coût élevé en matière sociale, et ce coût social et environnemental n'est pas intégré dans la valeur du cacao. C'est pour cela, d'ailleurs, que nous avons
élaboré dans le programme des panels, un panel spécial sur le vrai coût du cacao, the true cost ou le true price, et ce panel va discuter de ces questions-là. Un autre élément du lien entre la durabilité et le prix est bien sûr le coût de la mise en conformité avec la durabilité et notamment avec les normes, aussi bien les normes provenant des pays consommateurs et importateurs que les normes des pays producteurs. Et je pense qu'il est important de rappeler que ce coût de la mise en conformité ne devrait absolument pas être mis à charge des producteurs, mais au contraire, devrait être réparti le long de la filière entre toutes les parties prenantes. Je pense ici que sur cette question du lien entre les prix et la durabilité, le message doit être très clair. Nous voulons des prix élevés pour améliorer le revenu des producteurs et à la fois pour couvrir les coûts de la mise en conformité et les coûts économiques, environnementaux, sociaux, indirects que la production de cacao implique. En d'autres termes, j'ai été ravi d'entendre Sa Majesté ce matin nous passer le message, si l'on veut du cacao durable, eh bien, il faut le payer à son juste prix. Je voudrais passer maintenant à la troisième et dernière idée qui se cache derrière le titre de notre conférence, c'est-à-dire celle de la répartition de la valeur tout au long de la chaîne de la commercialisation. Et ici, je voudrais clarifier un point important. On a aussi entendu encore ce matin, et beaucoup le mentionnent dans leurs interventions, dans une tablette de chocolat, la valeur du cacao représente 6%. Bien. Et nous voulons que la part relative du cacaoculteur augmente. Je pense que ce n'est pas possible, car personne ne veut partager sa marge dans la tablette de 100%. Personne. Tout le monde va vous dire qu'il a une petite marge. Même les coopératives qui ont une toute petite marge entre le cacaoculteur et le premier acheteur. Les collecteurs, les grands broyeurs, même les broyeurs, les marges industrielles, ils vont tous vous dire qu'ils ont des petites marges. Même les traders, ils vont dire oui, je gagne bien ma vie une fois et puis je perds de l'argent 9 fois sur 10. Hein. Donc, les distributeurs, n'en parlons pas. Ils disent oui, j'ai une marge de 30 ou 40%, mais j'en dépense 29 ou 39 à des frais de distribution, de logistique, de promotion, etc. Donc ma marge nette est bien différente et inférieure que ma marge brute. Nous avons eu hier à nouveau un side event, le BASIC, qui expliquait la répartition de ces coûts et de ces marges sur les marchés allemands et français, les deux plus grands marchés européens, qui nous a, je pense, appris beaucoup de choses. Donc, si l'augmentation de la part relative pour les paysans n'est pas possible, eh bien, augmentons la part absolue, comme je dis. C'est-à-dire qu'il nous faut créer de la valeur. La tablette, elle ne doit pas coûter 100 francs, et les paysans n'en auront que 6. La tablette doit coûter 200 francs ou 300 francs. Et ce n'est que comme cela que la somme perçue par les paysans, par les cacaoculteurs, sera suffisante pour atteindre un revenu décent, un revenu digne et un revenu équitable. Et donc, je terminerai en rappelant à nouveau ce que nous avons rappelé plusieurs fois. Nous ne disons pas que les paysans veulent une plus grosse part du gâteau. Nous disons qu'il faut un bien plus gros gâteau à partager. Et ce n'est qu'en augmentant la taille et la valeur du gâteau que tout le monde sera content. Voilà, sur ces mots d'espoir, j'espère avoir planté le décor de ce que nous voulons faire durant ces 2 jours qui vont suivre cette matinée. Je vous remercie beaucoup.